C'est le club du mondial, votre rendez-vous préféré. Soyez les bienvenus. Merci d'être avec nous. Bonjour Cyrine B. Comment allez-vous Hervé? Merci de nous accompagner aujourd'hui. On est très heureux de vous retrouver. Alors, on passe tout de suite au cœur de l'action. On s'y attendait. L'Argentine se retrouve donc en demi-finale, Cyrine. Oui, après cette victoire et ce score de 3-1 face à la Suisse. Mais après prolongation, ça a été compliqué pour l'Albiceleste qui était pourtant en supériorité numérique à partir de la 72e minute. Brel Embolo a dû sortir après 2 cartons jaunes récoltés, le dernier pour simulation. L'Argentine qui rejoint donc l'Angleterre dans cette demi-finale. Oui, les Three Lions sortis victorieux de leur duel face à la Norvège 2-1. Là aussi, après prolongation, un but refusé côté norvégien. Le premier but anglais qui n'aurait peut-être pas dû être accepté. On reparlera de tout ça avec Hervé Kouamouo, mais l'Angleterre s'est qualifiée sans briller malgré ce doublé de Jude Bellingham. Et puis on l'a appris dans la nuit, le sélectionneur sénégalais a été limogé. Oui, Pape Thiaw a quitté son poste. Ça a été annoncé par la fédération sénégalaise qui a jugé que son bilan en Coupe du Monde n'avait pas été assez bon. 2 défaites en phase de poule, une autre en 16e alors que les Lions de la Teranga menaient 2-0 face à la Belgique. Un bilan plus que mitigé, en tout cas sur cette compétition. C'est le programme, à tout de suite. Alors sans surprise, quoique on va y revenir peut-être, l'Argentine donc, se retrouve en demi-finale. L'Argentine qui s'est imposée face à la Suisse 3-1. Oui, sans surprise, même si on ne peut pas dire que leur qualification aux Argentins elle a été facile. Encore une fois, l'Albiceleste a eu du mal à s'imposer, même si elle ouvre le score à la 10e minute. Un coup de tête d'Alexis McAllister sur un corner tiré par Lionel Messi. Il faudra attendre la 67e minute pour voir la Suisse égaliser. Une superbe frappe croisée de Dan Ndoye qui trompe Emiliano Martinez. Quelques minutes plus tard, l'arbitre distribue un carton jaune à Leandro Paredes pour une faute sur Brel Embolo. Après visionnage de la VAR, il revient sur sa décision et attribue un carton jaune pour simulation au joueur suisse, déjà sous le coup d'un avertissement. La Nati est donc réduite à 10 et parvient à résister jusqu'à aller en prolongation. Et là, le héros argentin ne s'appelle pas Lionel Messi, mais Julián Alvarez. Une frappe enroulée du gauche imparable. En toute fin de prolongation, Lautaro Martinez vient ajouter un 3e but. Et donc, ça fait 3-1 pour l'Argentine. On va écouter le sélectionneur Lionel Scaloni. La vérité, c'est qu'on a souffert. Mais pour atteindre une demi-finale de Coupe du Monde, il est très difficile de ne pas souffrir. On souffre. Au Qatar aussi, on avait souffert. Même si on a peut-être mieux joué qu'aujourd'hui, mais là-bas aussi, on a souffert. C'est donc une fierté d'atteindre cette demi-finale. Julián Alvarez, cette frappe enroulée du droit. On aura compris, l'Argentine a souffert, si vous avez écouté Lionel Scaloni. On a un peu l'impression d'entendre le même discours depuis 3 matchs. C'est compliqué cette phase à élimination directe pour l'Albiceleste. Oui, c'est vrai que c'est pour une équipe qui arrive en demi-finale. On n'a pas un match où on se dit, oui, ça y est, ils ont maîtrisé. C'est une équipe qui souffre, qui est en difficulté sur tous les matchs. Évidemment, plus on se rapproche du sommet, plus c'est difficile. Mais c'est vrai, dès les 16e de finale contre le Cap-Vert, ils sont passés en prolongation. Contre l'Égypte, ils ont eu 10 minutes de folie qui leur ont permis de renverser la situation. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui me semble moins solide qu'il y a 4 ans et qui souffre et qui s'en remet toujours au génie. Pendant longtemps, ça a été Lionel Messi, ça a été Alvarez. Est-ce que le tournant du match, ça a été ce carton rouge pour Brel Embolo ? Pour moi, oui, définitivement, parce que les Suisses, l'Argentine a marqué très tôt. Et alors qu'on s'attendait à ce qu'ils gèrent, qu'ils soient en maîtrise, c'est la Suisse qui a eu le contrôle du ballon, c'est la Suisse qui a eu le contrôle des opérations. La nature venait d'égaliser et franchement, je pense que si ils terminent à 11, ils ont de grandes chances de l'emporter. Les Argentins, ils souffraient énormément. Et ce deuxième carton jaune a coupé cet élan. Donc, il a fallu modifier les plans et défendre le score du match nul plutôt que de continuer à être protagoniste et avancer ce qu'ils faisaient jusque-là. Pour une fois, on a dit, le héros du soir, ça n'a pas été Lionel Messi, mais Julián Alvarez. Oui, c'est comme une découverte pour nous, tellement on a été habitués sur cette Coupe du Monde à n'avoir que du Messi. Mais Julián Alvarez, je veux dire qu'il n'a pas été à la hauteur de la Coupe du Monde qu'il a fait au Qatar, où il avait inscrit 4 buts, le deuxième meilleur buteur de la sélection argentine, une vraie force. Et entre-temps, c'est un attaquant qui a fait des progrès, qui a fait de bonnes saisons, là avec Atlético Madrid, mais il arrivait un petit peu blessé, donc il est en train de retrouver progressivement
progressivement son niveau. Et la frappe qu'il met, à mon avis, ce n'est pas loin des plus beaux buts de la Coupe du Monde. Bon, évidemment, ambiance folle en Argentine après cette qualification. Oui, comme après chaque victoire pour l'Albiceleste, puisque chaque victoire, elle est particulièrement précieuse pour les Argentins fans de foot. Les rues de Buenos Aires étaient bondées, il y avait des rires, des larmes aussi, malgré des températures assez fraîches, puisque c'est l'hiver là-bas. Ce match, et oui, ce match, ils l'ont vécu dehors. Et on va écouter tout de suite quelques supporters de l'Argentine. Regardez les gens, regardez comme ils sont. Quel peuple on a, l'Argentine. Allez, c'est le bazar total en Argentine, mais au moins, ces gars-là nous apportent ce bonheur. Il est 3h du matin et on est tous là. Allez l'Argentine, allez Messi, toute l'équipe nationale. On est là, on y est. Allez, soyez survoltés. Allez, c'est ça l'Argentine. On vous a emmené à Buenos Aires, on va maintenant vous emmener à Lausanne où de nombreux supporters se sont réunis dans un stade pour regarder le match. Ils ont vibré avec la Nati, ils ont aussi tremblé au moment du carton rouge et ils ont forcément été déçus par le résultat final, même s'ils garderont un très bon souvenir du parcours de la Nati. On écoute quelques supportrices. Presque injuste pour la Suisse qui aurait dû gagner. Mais c'est pas grave, madame, vous savez, la fierté, elle est là. La fierté, on l'a. Mais je plains Bolo, mais je suis de tout cœur avec lui pour qu'il gagne la prochaine fois. Mais oui. Mais il y a eu tellement de joie, d'émotion dans leur participation de la Nati. Je suis vraiment très émue et très touchée. Et j'ai passé la nuit sans dormir, mais avec eux. Elle est touchante, cette dame, elle est très touchante. Et comme elle le dit, le parcours de la Suisse, eh bien, il est quand même bon, c'est un joli parcours, rien de flamboyant, mais un quart de finale quand même contre l'Argentine et en résistant. Oui, c'est l'avantage de la Coupe du Monde. Je trouve que ça apporte des images que le football, le club n'apporte jamais. C'est vrai que la Suisse, elle est passée à côté d'un exploit parce qu'en réalité, elle, au niveau, elle doit être quart de finaliste. C'est depuis quelques années une sélection qui est plutôt constante entre l'Euro et la Coupe du Monde. Là, les quarts de finale, ça faisait depuis 1954 qu'elle n'avait pas atteint. Et à l'époque, il n'y avait pas de huitième. Oui, il n'y avait pas de huitième. Donc, elle s'était qualifiée au prochain tour, mais il n'y avait pas donc là, c'est vrai que c'est un match supplémentaire par rapport à avant et je trouve que ils étaient à leur place et c'est vrai que l'effet de jeu leur donne le sentiment qu'ils auraient pu faire mieux, mais je vais le dire quand tous les adversaires de l'Argentine, à mon avis, se disent qu'ils auraient pu faire mieux. Oui, ils peuvent être fiers, c'est vrai. Et donc, c'est l'Argentine qui rejoint l'Angleterre en demi-finale, 40 ans après la main de Dieu. Vous parliez de génie, c'est peut-être autre chose. Oui, c'était la demi-finale attendue par tout le monde au terme d'un match pas complètement maîtrisé non plus par les Three Lions qui sont venus à bout de la Norvège dans les prolongations, 2-1, avec un doublé de Jude Bellingham à la 45e minute et à la 93e. Ce sont pourtant les Norvégiens qui ouvrent le score à la 36e, une superbe frappe du gauche d'Andreas Schelderup, pardon. On n'aura pas eu droit au duel tant attendu entre Erling Haaland et Harry Kane. C'est Jude Bellingham qui s'est illustré. Le voici maintenant à 6 buts sur la compétition, tout comme son coéquipier Harry Kane. Je vous le disais, dans ce match, les Anglais ne se sont vraiment pas illustrés. C'est d'ailleurs ce que pense leur sélectionneur Thomas Tuchel. On l'écoute. Je ne suis pas entièrement satisfait, ni à 100% content de la façon dont nous avons joué, et je maintiens ma position. Je pense que nous pouvons jouer plus vite. Je pense que nous pouvons être plus efficaces. Nous commettons trop de fautes directes et d'erreurs techniques dans notre jeu, ce qui nous fait perdre beaucoup de confiance. Il semblerait que Jude Bellingham ne soit pas tout à fait d'accord avec son sélectionneur. Oui, il le trouve assez sévère lorsqu'il évoque la performance des Three Lions. Et après le match, il lui a répondu. Écoutez. Peut-être qu'il ne sait pas ce que c'est que de jouer dans ce genre de conditions contre Erling Haaland, Odegaard, Moussa, Sorloth. Ce n'est pas une équipe facile à affronter. Je pense qu'on a essayé de créer une ambiance positive et on doit continuer comme ça pour aborder les demi-finales. On ne peut pas gagner tous les matchs en jouant en douceur et en enchaînant 1000 passes. Parfois, il faut gagner à la dure et c'est ce qu'on a encore fait ce soir.
Hervé, vous êtes plutôt d'accord avec Thomas Tuchel ou avec Jude Bellingham? Plutôt Jude Bellingham, parce que gagner une compétition comme la Coupe du Monde, c'est aussi savoir gagner en ne jouant pas bien. C'est faire preuve des qualités morales, des qualités mentales dont cette sélection nous gratifie depuis le début de la compétition. Parce que c'est vrai qu'en dehors du match contre la Croatie, où sur la deuxième mi-temps ils ont déroulé, c'est une équipe qui est habituée à souffrir, qui résiste et qui fait preuve de résilience. Donc, quand vous avez ça, vous ajoutez 2 joueurs qui ont du génie comme Bellingham et Harry Kane, vous pouvez aller loin. On a vu quand même à la peine face à la Norvège. Ça a été compliqué pour les Three Lions. Oui, c'était compliqué, mais ensuite, il faut aussi voir que, comme on dit, c'est une compétition ça fait déjà 1 mois qu'ils y sont, et l'équipe a eu des grosses difficultés déjà dans le 11 de départ, parce qu'on voit bien qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas à leur poste, ils ont un vrai problème derrière, et donc ils ont été surpris par la dimension athlétique norvégienne, où les Norvégiens leur ont laissé le ballon, mais en jouant très très bas, et ils ont inscrit un but, mais je trouve qu'ils ont su trouver le moyen de ne pas rentrer au vestiaire étant menés. Et ça, c'est une force mentale. C'est accepter le refus de la défaite. Et ils auraient même pu mener 2-1 s'il n'y avait pas eu ce hors-jeu sur le but. Donc, de façon générale, je trouve que c'est une équipe qui a montré des qualités, des capacités à réagir. Je trouve que c'est trop dur de dire qu'ils ont mal joué, même si ce n'est pas totalement faux. Il y a quand même une polémique autour du premier but anglais. Oui, il aurait dû normalement être annulé par l'arbitre français Clément Turpin, puisque sur le dégagement au début de l'action, le ballon a touché un câble de caméra, ce qui aurait dû nécessiter un arrêt de jeu. Écoutez les précisions de notre envoyé spécial à Miami, Cédric Ferreira. C'est l'action qui est beaucoup commentée après la victoire de l'Angleterre contre la Norvège. Tout s'est passé dans le temps additionnel de la première période. À ce moment-là, la Norvège menait 1-0. Et puis le portier norvégien, Ørjan Nyland, tire son 6 mètres, son dégagement. Sauf que ce ballon atterrit dans la course d'un joueur anglais. L'action se développe. Anthony Gordon réalise une passe décisive pour Jude Bellingham qui égalise. 1 partout. Rien à signaler. Le match a continué jusqu'à son terme, qui a donc abouti à la qualification de l'Angleterre. Sauf qu'en fait, cette action a peut-être été l'élément clé de cette rencontre, puisque le dégagement d'Ørjan Nyland a en fait envoyé le ballon dans les airs, et cela a touché un câble de la Spider-Cam. Vous savez, cette caméra qui est donc suspendue dans les airs pour filmer la rencontre. La trajectoire du ballon a été totalement modifiée, et c'est pour cela que c'est un joueur anglais qui a récupéré le ballon. Sur le moment, plusieurs joueurs norvégiens ont protesté. Clément Turpin, l'arbitre français, n'a rien dit, et c'est pour ça que le jeu a continué. Sauf qu'en fait, le fait que le ballon touche le câble de la Spider-Cam et qui a vu donc sa trajectoire modifiée, eh bien, aurait dû interrompre cette action. Clément Turpin aurait dû interrompre l'action et donc ne pas donner le ballon aux Anglais. Après cette rencontre, la FIFA a publié un communiqué pour expliquer qu'en fait, que le capteur qui est à l'intérieur du ballon n'avait détecté aucun choc, aucun mouvement, aucune modification de trajectoire, et c'est comme ça qu'aucune alerte n'a été signalée à Clément Turpin. C'est probablement un bug électronique, mais un bug qui a une énorme conséquence, puisque cela a permis à l'Angleterre d'égaliser et d'aboutir au scénario que l'on connaît. Ce capteur à l'intérieur du ballon, c'est une nouveauté de cette Coupe du Monde 2026. Ça permet notamment d'avoir beaucoup de statistiques. C'est ce qui avait permis aussi à l'arbitre du match Portugal-Croatie d'annuler l'égalisation croate dans les derniers instants pour une position de hors-jeu, après qu'un joueur croate avait touché le ballon des cheveux. Le capteur avait détecté cela. Cette fois, le capteur n'a pas détecté un choc avec le câble de la Spider-Cam. Tant mieux pour les Anglais et tant pis, malheureusement, pour les Norvégiens. Hervé, ce bug du capteur, il coûte quand même cher aux Norvégiens. Ouais, ce capteur qui capte des mouvements qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais ne capte pas des mouvements qu'on voit. Tout le monde a vu que la balle a changé de trajectoire. Et j'aurais préféré qu'ils utilisent notre subterfuge pour annoncer, ou alors qu'ils ne communiquent pas, parce qu'on aurait pu trouver un truc au moins plus rigolo en disant que les règles du jeu ne prévoient pas les câbles comme objet extérieur. On aurait pu trouver autre chose, mais vraiment cette histoire sur les capteurs, non. Et c'est vrai que ça a eu de l'impact parce que effectivement c'était une phase offensive et qui est devenue directement défensive. Et donc après, malgré tout, il y a quand même le génie d'un joueur qui fait la différence. Oui, on a vu donc que la FIFA avait réagi. On essaye de sauver un petit peu les meubles du côté de la FIFA. Ça fait une polémique en plus. Oui, je trouve qu'il y a des moments où communiquer ou trop communiquer n'est pas forcément avantageux, parce que là,
pour le coup, tout le monde a vu qu'il y a eu une déviation. Ça ne sert à rien de mettre en avant la technologie, puisque la technologie, on nous l'a vendue comme quelque chose qui allait aider à améliorer la perception du jeu, à aider à améliorer, à diminuer, à limiter les polémiques. Et on voit bien, tout match après match, que la vidéo, toute l'augmentation de technologie ne crée pas moins de polémiques. Bien souvent, ça en crée même des supplémentaires. Est-ce que l'arbitre, il doit forcément se fier à la technologie, ou est-ce qu'il peut prendre une décision tout seul s'il voit que l'action, voilà, si c'est non, mais dans l'action? Là, il n'a pas forcément besoin de se fier à la technologie. Il aurait pu prendre la décision lui-même. Peut-être qu'il n'a pas vu le ballon, parce que là, malheureusement, on n'a pas la caméra ISO sur lui pour voir dans quel sens il allait, s'il était en train de reculer, ou on ne sait pas forcément peut-être qu'il regardait pas en l'air. Donc effectivement, tous ces éléments, ça aide. Il aurait pu prendre la décision lui-même sans avoir besoin de la technologie. Mais vraiment, ce matin, je me posais la question, parce que quand on parle de corps étranger, on voit bien des choses qui arrivent, un deuxième ballon dans le terrain. Mais effectivement, au moins on a écrit les textes. Est-ce qu'on avait pensé qu'il y aurait une caméra et des câbles par-dessus? Je ne sais pas. Donc ça fait que c'est une nouveauté aussi à prendre en compte maintenant dans l'arbitrage. Mais je pense qu'il n'avait pas besoin de la technologie. À mon avis, il l'a pas vu, et à ce moment, il aurait peut-être dû demander la VAR, mais se fier à la technologie, pour moi, non. L'autre fait du match, c'est ce but annulé pour la Norvège à la 56e minute. Pour vous, il aurait dû être annulé? En tout cas, c'est pas ce qu'en pense le père d'Erling Haaland. Oui, pour moi, c'est logique qu'il soit annulé, parce que effectivement, il y a une faute d'Haaland. Elle est avant qu'on ne tire le coup de pied de coin. Donc, en réalité, l'arbitre a pris la bonne décision une fois après avoir consulté la vidéo, c'est de refaire tirer le coup de pied et de ne pas siffler faute. Mais c'est vrai qu'il le bouscule, et même si dans l'absolu, rien ne garantit qu'il n'y aurait pas eu de but, il y a quand même faute avant. On imagine bien évidemment la joie des Anglais totale hier après cette qualification. Oui, vous allez voir ces images, on les voit exulter à Londres après leur qualification. C'est la 4e fois que l'Angleterre se qualifie en demi-finale de Coupe du Monde après 1966, 1990 et 2018. Après la victoire, les supporters anglais n'avaient qu'un seul mot à la bouche. Jude Bellingham, qui est bien le héros du soir pour les Three Lions. Écoutez. Jude, c'est l'avenir. Jude, c'est l'avenir, je vous le dis. On est en demi-finale grâce à cet homme, Jude Bellingham, un gagnant, quelqu'un qui veut faire la différence. Regardez ce qui se passe ici, c'est incroyable. On n'est pas en Amérique, on est en Angleterre, et c'est incroyable, irréel. On peut aller jusqu'au bout. Voilà, on se quitte sur ces Il va y avoir des bébés. Hervé, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de Jude Bellingham. Il en est à 6 buts, tout comme Harry Kane. La moitié des buts qu'il a marqués avec sa sélection, ça s'est fait durant ce mondial. Oui, et vraiment qu'il soit à ce niveau, c'est déjà, on ne va pas dire une surprise, mais c'est la prise en compte d'un statut particulier. Parce qu'il ne faut pas oublier que Tuchel ne voulait pas... Enfin, on n'était pas sûr que Tuchel voulait l'amener. Au mois d'octobre, au dernier regroupement, au regroupement du mois d'octobre, il n'a pas été pris. Quand il est venu en mars, mais il ne lui garantissait pas une place de titulaire. Donc, parmi les choix forts que Tuchel a fait au moment de sa liste, tout le monde pensait que... Enfin, une grande partie des observateurs pensaient qu'il y avait des chances qu'il n'en fasse pas partie, ou alors qu'il ne soit pas titulaire. Puisque ce qu'on lui reproche de façon générale, c'est de se sentir au-dessus du groupe, de ne pas faire des efforts. Mais là, il a fait le travail. Et je trouve que, on parle de ses statistiques offensives, mais je trouve qu'il défend, il est dans le contre-pressing amené par cette équipe. Il est un des premiers. Il trouve bien Harry Kane, il est vraiment à sa hauteur. Et là, il amène la sélection anglaise une nouvelle fois en demi-finale. Et parce que c'est la 4e, mais après 2018, en fait, il y a une forme de continuité dans cette sélection anglaise dont il est le symbole, parce qu'ils sortent d'une finale d'Euro et donc quart de finale en 2022, mais c'est une sélection qui, pour moi, en ce moment, est à craindre, parce que tous les signaux sont au vert. Et puis, pour ceux qui disent qu'elle joue mal, l'équipe de France 2018 n'était pas la meilleure en termes de jeu. De leur côté, les Norvégiens n'ont pas à rougir, à avoir honte quand même de leur performance. À Oslo, du coup, les supporters sont plutôt fiers de leur sélection. Oui, vous allez voir ces images tournées dans la capitale norvégienne. Un immense Viking Row, la rame Viking, ce geste devenu incontournable depuis le début du tournoi pour soutenir la Norvège. C'était les premiers quarts de finale de l'histoire de ce pays de 5,5 millions d'habitants seulement. Écoutez quelques supporters norvégiens. Je suis partagé, un peu déçu et en même temps tellement fier.
car on est allé beaucoup plus loin que ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Honnêtement, j'étais d'abord anéantie, mais ensuite je suis sortie dans la rue et tout le monde m'a tellement remonté le moral. Et la Norvège est allée tellement loin, plus loin que jamais auparavant. C'est incroyable. Je me sens super bien en fait. Hervé, ils ont de quoi être fiers, les Norvégiens? Oui, parce que c'est une équipe qu'on n'attendait pas là et qui se retrouve... l'équipe est sortie aujourd'hui par la profondeur de son banc. C'est qu'en fait, les Anglais avaient la possibilité de rester au même niveau, alors qu'effectivement, on voyait bien qu'ils étaient fatigués. Alors, on était diminué sur la fin de la rencontre, les mêmes sorties. Mais je trouve que c'est leur meilleur score, leur meilleur parcours. Ils ont sorti le Brésil, parce que même si ce n'est pas un grand Brésil, ça reste le Brésil. Et je trouve que oui, ils ont de quoi être fiers. Ça faisait depuis 1998 qu'ils n'avaient pas participé. Je crois que c'était à l'Euro 2024. Donc c'est vraiment une génération jeune par l'expérience, avec un sélectionneur qui découvrait aussi les grands rendez-vous internationaux. Donc je pense qu'ils ont de quoi être fiers. Et ça augure de bonnes choses pour l'Euro dans 2 ans. Finalement, on n'aura eu aucune surprise sur ces demi-finales, France-Espagne, Angleterre-Argentine. Évidemment, quand on est supporter de l'équipe de France, on attend mardi soir avec impatience. Mais est-ce que ce Angleterre-Argentine, c'est pas le match le plus, ce sera pas le match le plus explosif finalement entre les deux? Si, on a eu les demi-finales que la FIFA attendait, puisque ces équipes-là, normalement, c'était première, c'était ce qui était attendu. Mais effectivement, l'Argentine-Angleterre, c'est un match explosif parce qu'il y a la guerre des Malouines, il y a 1986 avec la main de Dieu, selon qu'on soit argentin ou pas. Et puis, il y a aussi en Coupe du Monde 98 avec l'expulsion de Beckham. Donc, en fait, il y a un vrai contentieux historique entre ces équipes. C'est vrai que si on pouvait modifier encore et replacer, mettre la demi-finale au stade Azteca, ce serait vraiment l'idéal. Mais c'est vrai que c'est la demi-finale la plus explosive, même si le France-Espagne, c'est le nouveau classico, entre guillemets, actuel, parce que entre l'Euro, la Ligue des Nations, c'est une équipe qui ne réussit pas beaucoup à la France en ce moment, mais c'est une nouvelle forme de classico. Donc, on a 2 belles demi-finales, les demi-finales attendues. Ça, c'était pour les quarts de finale. À noter cette minute de silence qui a été observée avant ces 2 rencontres en hommage à Jayden Adams. Oui, le milieu de terrain sud-africain a été retrouvé mort chez lui hier matin dans la ville du Cap. Pour l'instant, les circonstances de son décès restent inconnues. La police a ouvert une enquête. Jayden Adams a joué durant le mondial. Il était même titulaire lors des 2 premiers matchs de l'Afrique du Sud face au Mexique et à la République tchèque. Le président de la FIFA a publié un communiqué dans lequel il se dit incroyablement triste. À 25 ans, Jayden Adams était en pleine ascension. Il s'est d'abord distingué au Stellenbosch FC avant de rejoindre l'an dernier les Mamelodi Sundowns en 2024 à la Coupe d'Afrique des Nations. Il avait pris la 3e place avec l'Afrique du Sud. On reste en Afrique avec le limogeage du sélectionneur sénégalais. Oui, le Pape Thiaw qui a été jugé décevant sur ce mondial. Je rappelle son bilan, 2 défaites face à la France et à la Norvège, 1 victoire tout de même face à l'Irak, et puis cette élimination par la Belgique en 16e de finale, alors que les Sénégalais dominaient 2-0. La nouvelle de son limogeage, elle est tombée au milieu de la nuit. Le président de la fédération sénégalaise devrait tenir une conférence de presse demain pour expliquer son choix. Alors on a parlé de son bilan sur ce mondial, mais Pape Thiaw, c'est aussi une finale de la CAN, remporté en tout cas sur le terrain par le Sénégal. Donc il y a aussi du positif. Il était attendu ce limogeage ? Oui, il était attendu. Je pense qu'il était préparé puisque son contrat non signé augurait justement qu'ils attendaient de voir jusqu'où ça irait. Bon, c'est un petit peu dommage parce que je trouve que quand on fait un bilan, il faut regarder les 2 années du contrat, pas simplement les derniers. Surtout, encore une fois, moi je pense qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais son Sénégal a été brillant par séquence, pas toujours, était bien par séquence. S'ils avaient eu de l'efficacité des 2 côtés des surfaces, ça aurait pu faire d'autres résultats. Mais voilà, je veux dire que c'est la règle du sport, on le sait. Quand on n'a pas de résultat, on a toujours tort. Mais je trouve qu'on aurait pu lui donner encore une chance, sachant qu'il est champion d'Afrique. Mais peut-être aussi les 5 mois de suspension faisaient que pour les éliminatoires qui arrivent dès septembre, parce qu'il va falloir trouver quelqu'un dès septembre, peut-être que c'est aussi pour ça qu'ils ont préféré arrêter.
Hervé, Cyrine, merci beaucoup pour ce club du mondial. On associe bien évidemment notre confrère Christophe Glaise qui est emprisonné, vous le savez, en Algérie, dont nous espérons sa libération. C'est au président algérien de le décider. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, pas avec moi. Moi, je vous souhaite un très bel été. Bonnes vacances. Mais on suivra tous évidemment ces demi-finales. Merci beaucoup, restez avec nous.